Personne ne l'attendait, pourtant le jeu de la dame sorti sur Netflix fut un véritable succès, au point que le site numéro 1 d'échecs chess.com a vu son nombre de participants multiplié par 10 par jour, ce qui d'ailleurs fit planter le serveur à plus d'une reprise. Mais bien que l'échec soit là en tâche de fond, c'est l'enjeu psychologique qui est au cœur de cette série. Et je suis sûr qu'au vu de la subtilité de cette série, il y a pas mal de choses qui vous ont échappé et nous allons les voir dans cette vidéo. Mais plus que cela, nous allons voir ce qui se cache réellement dans la tête de Beth Harmon. C'est parti. Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle analyse. Je suis Nico Pen et ma spécialité, c'est de décrypter au travers des outils de la psychologie vos œuvres préférées. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce monde fascinant des échecs, mais aussi des stress post-traumatiques. Et ouais. Le jeu de la dame, The Queen Gambit in English, est inspiré du roman du même nom écrit en 1983 par Walter Davis. Bien que celui-ci prend pour personnage principal une héroïne, et cela pourrait faire penser aux spécialistes à la joueuse d'échecs Judith Polgar, qui en 2002 a réussi à battre le grand champion mondial Kasparov, eh bien il n'en est rien. Et pour cause, c'est le très célèbre joueur d'échecs Bobby Fischer qui inspira le personnage principal de Beth Harmon. D'ailleurs, parmi les similitudes, il a commencé l'échec très jeune, à 6 ans, était également réputé pour un type de jeu agressif. On retrouve donc chez Beth Harmon ce jeu agressif, mais aussi le parallèle vient jusqu'aux fameux troubles psychologiques qu'éprouvait Bobby Fischer. On va revenir d'ailleurs plus en détail au côté agressif et à ce trouble-là. Posons-nous la question dans cette série, de quoi parle-t-on? Pour le comprendre, voyons le début de la série. La toute première scène de l'enfance de Beth que l'on voit se trouve dans sa voiture avec sa mère à l'âge de 9 ans, jusqu'au moment fatidique de l'accident de voiture. Accident mortel pour la mère de Beth qui va amener cette dernière à se retrouver dans un orphelinat. Et là, clairement, on marque le point de départ. Et ce point de départ nous amène à quoi? Eh bien, à un trouble de stress post-traumatique. Alors, ce qui va se passer au départ, et même pendant toute la série, c'est une inhibition de ce qui s'est passé réellement, que je ne dévoilerai pas ici parce que sinon on va spoiler la série. Et cette inhibition, on va la retrouver très rapidement, notamment avec un besoin de narcotisation chez elle. On va le voir, ça va être flagrant dès le premier épisode sur lequel elle va commencer à prendre des sédatifs. Et ces sédatifs qui vont être donnés dans l'orphelinat, parce que c'était l'époque, parce que voilà. C'était la mode à l'époque. Toujours est-il qu'elle va générer en elle une addiction. Et une addiction telle qu'elle va être présente en elle dès l'âge de 9 ans. Et cette addiction, on va voir qu'elle va continuer et qu'elle va également se déplacer vers d'autres objets, comme par exemple l'alcool. Dès lors, on pourrait dire que les jeux d'échecs, qu'elle découvrira au même moment, seraient une forme d'exutoire, un moyen justement de la libérer. Mais en fait, pas réellement. Parce que ce qu'on peut constater chez elle, c'est qu'elle a une attitude obsessionnelle vis-à-vis des échecs. On le retrouve à plusieurs reprises, dont notamment au moment où elle vole un magazine d'échecs chez le buraliste. Mais également, les échecs vont être pour elle une forme de catalyseur. Et notamment sur le besoin de contrôle. L'enfant qui est Beth se retrouve face à un monde qui lui est totalement hostile. Et à contrario, à chaque case, chaque mouvement du jeu d'échecs, elle arrive à comprendre, à maîtriser la situation. C'est-à-dire qu'en fonction d'une action, elle peut proposer une réaction qui est décidée, calculée et qui amènera des conséquences qui à chaque fois seront planifiées. Et c'est derrière cela qu'elle arrive à se protéger, à se réfugier. Un peu comme si l'échec était un autre monde, une forme de soupape qui lui permet d'échapper à ce monde extérieur. Et enfin, pour revenir sur le contexte de départ, on constate aussi que sa mère et sa future mère adoptive sont également des modèles. Chaque enfant a besoin de modèles, et notamment les parents vont être les premiers modèles de base qui vont permettre de forger l'enfant. Et bien là, ici, on a une mère qui était dépressive et également une mère adoptive qui, elle aussi, est dépressive avec un penchant alcoolique.
On voit donc ici que toutes les pièces sont mises en place au départ pour amener une situation de vie assez compliquée pour elle. Alors maintenant, comment Beth va réagir par rapport à tout cela? Regardons un peu plus en détail sa psychologie et son type de personnalité. Alors tout d'abord, on va retrouver chez elle une très forte sensibilité, une intelligence hors norme, mais également une difficulté d'adaptation, ou du moins une différenciation de ce qu'elle est par rapport à ce que peut être la majorité des personnes autour d'elle. On pourrait ajouter à cela un autre détail qui pourrait compléter et confirmer cela, c'est que finalement, le jeu d'échecs est un jeu très mental. On va d'ailleurs revenir là-dessus, sur sa psychologie. Mais là où va être la particularité de Beth, et ses amis vont bien le souligner, c'est que bien qu'elle soit mentale, elle va être hyper intuitive, hyper créative dans sa façon d'être. Et là, ici, on peut percevoir ce câblage cérébral, ce type d'arborescence qui est plus proche du haut potentiel. Maintenant, on va s'intéresser à l'énéagramme avec son type de personnalité. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez mieux connaître les 9 types de personnalité énéagramme et connaître le vôtre, le premier lien dans la description vous donnera toutes les infos. Allez voir ça. Alors, quel est le type énéagramme de Beth? Eh bien ici, nous sommes face à un type 5, c'est-à-dire une personne qui a tendance à être plus en recul, plus en observation, qui a une énergie plutôt de contemplation. Je regarde, j'observe avant d'agir. Je cherche à comprendre le monde avant de pouvoir interagir avec celui-ci. On sent également un besoin fort de solitude, un besoin de faire attention à toute intrusion qui pourrait venir à elle. D'ailleurs, ce point est assez flagrant lorsqu'on la retrouve invitée par des copines de fac. J'en doute pas une seconde. On retrouve également chez elle un point fort chez le type 5, c'est ce besoin de se couper de ses émotions. C'est-à-dire que c'est un profil qui a une très grande sensibilité en lui et qui va s'en couper pour se protéger. C'est là où le mental va prendre le contrôle sur les émotions pour justement, encore une fois, se protéger. Mais on voit quand même cette sensibilité apparaître et surtout cette originalité, ou plutôt dirions-nous de cette authenticité, et ce besoin finalement de se différencier des autres. Ce qui peut nous amener également ici un type 4. Donc je dirais que c'est un type 5 énéagramme avec une L4. De même intéressant, on retrouve des zones de stress chez elle. Alors les addictions nous permettent de confirmer cela. On voit un côté très excessif chez elle qui nous amène au type 8, mais également un besoin de gourmandise à l'excès. Ça, on le voit tout particulièrement avec l'alcool pour le type 7. Voilà, on a fait le point sur les types énéagrammes. Si cette partie n'est pas claire, eh bien, je vous invite fortement à regarder le premier lien en dessous et puis vous pourrez revenir sur cette partie de la vidéo. Vous verrez, ça sera beaucoup plus limpide. Alors, ce qui est intéressant aussi, si on prend les 3 instincts primaires, en lien avec l'énéagramme, mais pas que, qui sont l'instinct social, l'instinct de survie et l'instinct sexuel, ou dit tête à tête, et bien là on est clairement dans une série qui appuie fortement sur ce côté tête à tête ou sexuel. Alors clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que tout va se baser sur des relations en tête à tête. Une personne avec une personne. On a parfois des moments, des événements de groupe, mais malgré cela, ça sera toujours entre le personnage principal et un autre interlocuteur. On va même voir une intensité vis-à-vis de Beth et du jeu d'échecs, au point qu'elle n'est même pas capable de se rappeler de la personne qui avait face à elle, tellement elle était en fusion, en connexion avec le jeu. Et c'est intéressant ici parce qu'on parle de relation. Et on voit qu'un des points clés qui pose souci à Beth, c'est ses problèmes relationnels. Elle a du mal à s'adapter aux autres, elle a du mal à faire confiance même à l'autre. Elle est fidèle à ce fameux dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais hélas, nous verrons que ce mode de défense qu'elle a plus mis en place pour se protéger va l'amener à une forme d'autodestruction. On récapitule rapidement. Nous nous retrouvons donc avec un personnage qui est atteint de stress post-traumatique. Suite à cela, elle a tendance à tomber dans des addictions pour rentrer dans une forme d'oubli de soi, voire de destruction de soi. Elle a une tendance obsessive vis-à-vis des jeux d'échecs, qui finalement représentent l'intégralité de sa vie. Elle a du mal avec les relations aux autres, et en plus de cela, les autres essayent de l'aider autour d'elle, mais elle ne veut pas, elle refuse leur aide.
On voit donc chez ce personnage progressivement une descente vers les enfers de Dante. Et bien, puisque justement elle se retrouve dans son propre enfer psychologique, ce qui lui reste à faire, c'est affronter ses démons. Mais va-t-elle y arriver? Et surtout, comment va-t-elle faire? Pour pouvoir affronter nos démons, encore faut-il connaître leur nom. Et dès lors, pour ce faire, la solution est un retour aux sources. Un voyage vers son origine pour aller résoudre les conflits à leur commencement. Et plus encore, c'est ça qui va être intéressant, commencer à voir les choses sous un autre angle. Et c'est ce qu'elle va faire. Dès lors, elle constatera qu'elle sera beaucoup plus soutenue que ce qu'elle croyait, notamment par la personne, ce vieux monsieur qui lui a appris le jeu d'échecs. D'ailleurs, ici, petite anecdote que vous n'avez peut-être pas remarqué, la première fois qu'elle joue aux échecs, c'est avec ce vieux monsieur. Et, sans spoiler la fin de la série, la dernière personne avec qui elle va jouer aux échecs est également un vieux monsieur. Si vous avez vu la série jusqu'au bout, vous savez pourquoi ce détail est important. Ah et tiens, justement, j'en profite, parce que j'avais oublié de vous le dire avant, si vous avez apprécié mon travail jusqu'ici, je vous invite fortement à liker cette vidéo et pourquoi pas la commenter. Ça ne peut que aider la chaîne et pour cela, je vous en remercie par avance. Bref, on en revient au titre de la série, Queen's Gambit. Et bien là, justement, c'est ce que va devoir faire Beth, c'est-à-dire sacrifier ce qu'elle était, ce qui était facile pour elle, afin de pouvoir renaître et ainsi permettre à la reine, à la nouvelle reine, d'éclore. Et c'est intéressant, parce que peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais à la fin de la série, on la voit sortir de la voiture avec une tenue blanche, et si vous observez bien, si vous êtes très attentif, vous constaterez que celle-ci ressemble très fortement à une pièce du jeu d'échecs. Car oui, rien n'est au hasard dans cette série. Voilà, j'espère que ce décryptage aura pu vous aider au maximum. Alors si vous avez aimé ce décryptage et que vous souhaitez en avoir d'autres, eh bien je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche car je prévois d'analyser d'autres œuvres qui vous passionnent autant qu'à moi. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez aussi voir cette analyse ou celle-ci qui sont pas mal aussi. À très vite. Ciao.